Ok, bon. Si vous n'avez pas de questions, j'embraye directement sur le cours. Vous savez pourquoi vous êtes là? Qui s'appelle comment le cours? Physique 202, ouais, ça c'est son petit nom de code, mais ça parle à personne. Physique du solide? Méca du solide? Ok. Alors effectivement, le mot important c'est mécanique, ça va être un cours de mécanique. Vous avez déjà eu un cours de mécanique au premier semestre, vous avez fait de la mécanique du point essentiellement. L'objectif du cours qu'on va avoir ensemble, c'est d'aller plus loin, de compléter d'aller un petit peu plus loin dans ce cours de mécanique. Effectivement, on va parler de mécanique du solide, je vous dirai plus tard ce que c'est, mais on ne va pas commencer par ça, il y a d'autres choses aussi qui demandent à être vues. Vous avez essentiellement au premier semestre étudié le mouvement de points matériels sous l'action de force. Je vais y revenir tout à l'heure. On va dans vous avez étudié le mouvement de points matériels soumis à des forces dans des référentiels que vous avez appelés galiléens. Et vous avez, pour ça, illustré tout ça avec des forces assez simples. Vous avez probablement étudié la chute d'objets sous l'action de leur poids, P égale mg avec g constant. Vous avez eu des ressorts aussi, probablement. Ouais, vous avez fait ça. Bon. Les forces de frottement, voilà, ce genre de trucs. Bon. Il va y avoir trois choses dans le cours qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va étendre cette étude, ce type d'étude, à des forces un peu plus compliquées, des forces qui explicitement dépendent de la position. C'est le cas notamment de la force de gravitation. Quand on étudie par exemple le mouvement d'une planète autour du Soleil, l'attraction qu'exerce le Soleil sur la planète dépend de la position de la planète. Déjà, la direction de l'attraction n'est pas la même suivant la position de la planète sur son orbite, et la norme de la force n'est pas la même non plus. Elle décroît en 1 sur r carré. Quand la planète est plus proche du Soleil, elle est plus attirée que quand elle est loin. Bon. Ça, techniquement, ça pose des problèmes intéressants, ça met une petite difficulté dans l'étude de la mécanique, et ça, on va le voir en détail, et du coup, on va s'intéresser au mouvement des planètes décrit par cette mécanique. On montrera notamment que le mouvement des planètes autour du Soleil, ça décrit une trajectoire qu'on appelle une quoi? C'est marrant, la deuxième fois, vous le dites beaucoup plus doucement. Ouais, c'est une ellipse, ouais. Par ailleurs, deuxième chose qu'on va voir, on va s'intéresser à l'étude de systèmes dans des référentiels qui ne sont pas galiléens. On va voir que, c'est un truc un peu miraculeux, on peut, même quand on est dans un référentiel non galiléen, on peut faire comme si on était dans un référentiel galiléen, à condition d'ajouter certaines forces, qu'on appelle des forces d'inertie. Et ça, on va aussi les étudier en détail. Et on pourra l'appliquer notamment au référentiel terrestre, qui n'est pas un référentiel galiléen, et voir en quoi est-ce que le caractère non galiléen de la Terre affecte le mouvement des corps, par exemple la chute des corps ou le mouvement des nuages dans l'atmosphère. Ça a des effets vraiment importants. Et par ailleurs, en troisième lieu, à la fin du cours, on s'intéressera à des choses qui sont plus compliquées que des points étendus, que des points matériels, pardon, justement, des systèmes étendus. C'est ça qu'on appelle la mécanique du solide. Vous avez un objet, voilà, comment est-ce que cet objet peut tourner sur lui-même? Qu'est-ce qu'il met en mouvement sur lui-même? Qu'est-ce qu'il met en rotation? Voilà, on verra la notation notamment de couple, de moment de force et tout ça. Le cours qu'on va faire aujourd'hui, ça va être une introduction à tout ça. J'ai besoin d'introduire certaines notions préliminaires. Et alors certaines, vous les aurez peut-être déjà vues. Notamment, je vais vous parler de produits vectoriels. Vous avez déjà rencontré le produit vectoriel? Oui? Vous connaissez bien le produit vectoriel? Je ne vous crois pas. Ok. Je vais quand même vous en parler. Donc ça va prendre 10 minutes dans le cours à peine. Mais je vais quand même vous rappeler des choses sur le produit vectoriel. Une des raisons, c'est que du coup, c'est sur la vidéo aussi, parce que ça, vous ne l'avez pas fait au premier semestre. Et l'autre raison, c'est que ça fait une couche de rappel sur des choses que vous savez, que vous pensez peut-être savoir très bien. Si vous le savez très bien, tant mieux. Sinon, ça fera un rappel. Les 2 minutes que je viens de passer, là, n'ont servi à rien. J'ai rien dit. Donc, ok, on recommence. Non, on avance. Le premier chapitre va s'appeler « Moment de force ». Ça va être un chapitre qui va être un petit peu frustrant pour vous parce que je vais commencer à vous présenter des choses et à plusieurs moments je vais vous dire bon bah ça on verra plus tard, on verra plus tard, on verra plus tard. Et c'est vrai, hein, on va effectivement le voir plus tard, c'est pas juste pour m'échapper de quelque chose. Mais j'ai besoin de certaines des notions qu'on va introduire ici dès le prochain cours jeudi en fait. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un chapitre préliminaire qui porte ce nom. Et je vais commencer par quelques rappels. Quand vous avez fait la mécanique du point au premier semestre, vous avez dû voir
revoir et re-revoir en détail que l'accélération des systèmes est reliée aux forces qui agissent sur le système par F est égal à ma. F ici, c'est la résultante de toutes les forces qui s'appliquent sur le système. Vous l'avez aussi peut-être noté parfois. Somme sur I de Fi, où I ici, c'est un nombre qui va de 1 à ce que vous voulez, autant qu'il y a de forces. Ça, c'est F1, F2, F3. Le symbole qui est ici veut dire qu'on somme sur toutes les forces. Donc, c'est la somme des forces de 1 à autant que vous voulez. Bon. Ça vous dit quelque chose, j'espère? Sinon, on est mal parti. La réponse est oui. Oui, okay. Vous avez étudié ça dans plein de situations. Il se trouve que ça ne fournit pas, ça, une description exhaustive de la manière dont les corps peuvent se mouvoir, peuvent être en mouvement. Et pour ça, je vais vous en donner une illustration avec un corps qui est étendu, un solide. Imaginez qu'on ait un solide comme ça, un palais voilà, qui serait posé par terre. C'est vu de dessus. Hein. Et imaginez qu'on applique un ensemble de forces là-dessus qui ont une résultante nulle. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est ici et puis qui tire dans cette direction-là, et quelqu'un qui est là, qui tire dans cette direction-là, avec une force ici que je vais noter F, et là une force opposée que je vais noter moins F. On est ici évidemment dans une situation où s'il n'y a pas d'autre force que celle-là, la somme des forces fait 0. Donc on se dit, tiens, l'accélération ici est nulle. Et dans ce que vous avez fait au premier semestre, vous dites, bah, du coup, il n'y a pas de mouvement. Or, quand on voit la situation qui est là, c'est clair que s'il y a un mouvement, comment on appellerait ce mouvement-là? C'est la rotation, effectivement. Le machin, il est mis en rotation dans ce sens-là, autour d'un axe qui serait celui de mon doigt. Bon. Donc ça, il faut arriver à le prendre en compte par un autre type d'équation que ça, d'autres quantités. Ça ne nous dit pas intégralement la façon dont se déplacent les corps. Pour vous dire quand même ce qu'on va faire quand on verra ça de manière rigoureuse, ça restera valable, ou ça sera l'accélération du centre de gravité, du barycentre, du centre de masse du système. Donc ça sera ici le point qui est là. Et donc cette équation décrira en détail le mouvement de ce point-là. Et effectivement, si vous avez quelqu'un qui tire là et quelqu'un qui tire là, le centre de masse ici n'est pas déplacé. Tout ce que ça fait, c'est que ça fait tourner le système comme ça, mais l'accélération du centre de masse est effectivement nulle. Mais il faut quand même arriver à rendre compte du fait que le système est mis en rotation. Ça va faire intervenir la notion de moment de force, de moment d'inertie. Et voilà. Donc c'est cette notion-là de moment de force, je vais l'introduire maintenant, dans des cas où on a des masses ponctuelles, et vous verrez que je le fais ici parce que c'est quelque chose qu'on va rencontrer vraiment très rapidement dans le prochain cours, quand on s'intéressera au mouvement des planètes autour du Soleil, par exemple. On aura besoin de certaines des notions que je vais présenter ici. Voilà. Donc, pour résumer, ce que je vais vous présenter maintenant, les moments de force, c'est intéressant pour ce qui va suivre, pour étudier les solides en rotation notamment, mais aussi pour le prochain cours sur le mouvement des planètes. Est-ce que vous avez déjà vu la notion de moment de force? Oui, qui a l'impression d'avoir déjà vu ça? Pas tout le monde, la moitié? Okay. Vous avez suivi les mêmes cours tous? Non? Alors, même si vous l'avez vu, je vous conseille quand même de suivre attentivement parce que déjà au niveau des notations, ça ne sera peut-être pas les mêmes que celles que vous avez vues et ce n'est pas des notions qui sont forcément super évidentes, donc peut-être qu'il y a des choses que vous avez besoin de vous remettre en mémoire. Et alors du coup, j'ai besoin de faire une première parenthèse technique sur la notion de produit vectoriel. Donc vous m'avez dit tout à l'heure que vous l'aviez déjà vu, mais je vais quand même passer 5-10 minutes à vous rappeler ce que c'est que ça. Déjà, si vous l'avez vu, ce que je vous propose, c'est que pendant que moi je l'écris au tableau, la définition, vous allez vous, sur votre feuille, écrire la définition du produit vectoriel. Qu'est-ce que c'est que pour vous le produit vectoriel? D'accord? Si on considère deux vecteurs, A et B, de coordonnées que je vais noter AX, AY et AZ pour le premier et BX, BY, BZ. Ce qu'on appelle le produit vectoriel, c'est un vecteur. Comment est-ce qu'on note le produit vectoriel? Un chapeau. Alors effectivement, on note ça comme ça. Vous ferez attention si vous consultez des ouvrages non francophones. En fait, tout le reste du monde n'écrit pas les produits vectoriels comme ça. Ils les écrivent avec une croix comme ça. En particulier dans les bouquins anglo-saxons, vous verrez jamais ça. Les anglo-saxons qui regardent des bouquins français, ils se demandent vraiment ce que c'est que ce truc. Nous, on l'écrit comme ça, moi je vais le faire aussi, mais gardez en tête que ça peut être écrit comme ça dans certains bouquins.
Et du coup, bah, écrivez, puisque vous l'avez déjà vu, quelles sont les coordonnées de cet objet bizarre qui s'appelle le produit vectoriel en fonction des coordonnées de A, B, C. De A et de B, pardon. Ok, bon, bah, de toute façon, là, vous savez ou vous ne savez pas. Hein. C'est pas un truc qu'on invente, c'est une définition. Donc. Je vais écrire l'expression et ensuite peut-être vous rappeler comment on peut la retrouver. AY fois BZ moins AZ fois BY. AZ BX moins AX BZ. AX BY moins AY BX. Donc c'est une combinaison comme ça des produits 2 à 2 des différentes composantes dans un ordre qui n'est pas du tout aléatoire. Et alors la façon de... On peut avoir plein de façons de s'en rappeler. Moi la façon dont je m'en rappelle, c'est la suivante. Pour le premier élément ici, je me souviens que je barre la première ligne, je ne m'en occupe pas, et puis je fais un produit en croix de ça fois ça, moins ça fois ça. Voilà, ça me donne la première ligne. Et ensuite je me rappelle, pour les autres lignes il y a des manières similaires, mais moi je ne fais pas comme ça, je me rappelle que il suffit de prendre la première et de décaler tous les indices avec une permutation circulaire. C'est-à-dire que... Non, enfin, c'est une manière compliquée de le dire, mais ce que je veux dire, c'est que Z devient X, devient Y, qui lui-même devient Z. C'est ça une permutation circulaire. Voilà. Donc ici, effectivement, après Y, c'est Z, après Z, c'est X, après Z, c'est X, après X, c'est Y. Enfin voilà, on les fait tous comme ça, on déduit toutes les autres de la première. Après, vous avez chacun vos moyens mnémotechniques, hein, peu importe, mais il faut que vous soyez capable, effectivement, de retrouver ça, de ne pas vous tromper dans les signes, en particulier. Et alors ça a quelques propriétés qu'il convient de connaître. Je vais en écrire quelques-unes. Ici, quand on a le produit vectoriel avec une somme, A vectoriel B plus C, ça donne A vectoriel B plus A vectoriel C. De la même façon, si on avait A plus B vectoriel C, je ne l'écris pas. On a aussi que A vectoriel, si je multiplie B par un nombre alpha, ça revient à multiplier A par alpha. Et ça revient aussi à multiplier tout le produit vectoriel par alpha. Voilà. J'efface la définition. Quelques propriétés un petit peu plus subtiles. La norme d'un produit vectoriel. Vous vous souvenez de ça, de ce que ça vaut en fonction de la norme de A et de la norme de B? Ouais, ok. Effectivement, norme de A fois norme de B fois la valeur absolue du sinus de l'angle θ, où θ c'est cet angle-là. Effectivement. Vous vous souvenez que pour le produit scalaire, hein, c'est un cosinus en revanche. Attention, le produit vectoriel, ça donne un vecteur. Donc quand on vous demande de calculer un produit vectoriel, vous obtenez à la fin un truc avec une flèche et un truc qui a 3 composantes. Vous n'obtenez pas un nombre. En revanche, pour le produit scalaire, ça prend 2 vecteurs, ça les met ensemble, et par une autre combinaison des coordonnées, ça donne un nombre. On appelle ça un scalaire. Du coup, bah tiens, vous allez calculer ça. Exemple vraiment idiot, mais bon, c'est la vie. Faites le produit scalaire et le produit vectoriel, on prend n'importe quoi, je n'ai même pas besoin de regarder là, on s'en fout. 1, 2 et moins 7, vectoriel, 2, moins 3 et 1. Et vous calculerez ensuite le produit scalaire de ces deux vecteurs. Donc, ça c'est le vecteur A, c'est le vecteur B. Calculez A vectoriel B, calculez ensuite A scalaire B. Vous avez 35 secondes. 37. C'est mon dernier mot. Vous trouvez combien ici ? J'entends 23, j'entends 19. 2 moins 3 fois 7, moins 3 fois moins 7, ça fait plus 21. Donc 2 moins 21, ça fait moins 19.
Le deuxième, moins 14, moins 1, moins 15. Et le troisième, moins 3, moins 2, moins 7. Et le produit scalaire? J'entends moins 11, j'entends moins 15. C'est différentes coordonnées ou c'est un nombre? Moins 11? Bah, c'est vite vu, hein, c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. 2 moins 6, ça fait moins 2 moins 6, ça fait moins 4, moins 7, moins 11. C'est ça? Donc, hein, le produit vectoriel, ça donne un vecteur, le produit scalaire, ça donne un scalaire. Là, tel que c'est écrit là au tableau, ça vous semble peut-être évident. Vous ferez attention quand même, hein, on rencontrera ces deux opérations vectorielles assez souvent. Et il y a des fois où, quand ce n'est pas des nombres, mais c'est des lettres, vous avez tendance à oublier les flèches sur certaines expressions. Donc soyez vraiment vigilants à ça. Autre propriété du produit vectoriel, on le voit directement avec l'expression qui est ici. Si on fait le produit vectoriel d'un nombre avec lui-même, c'est un peu pervers comme idée, mais qu'est-ce que ça donne? A vectoriel A. 0. Vecteur nul. A carré. Vecteur nul. A. Alors, qui dit A carré? J'essaie de faire un... OK. Qui dit vecteur nul? D'accord. Alors, A carré, il faudrait voir ce que ça veut dire, mais il faut que ça soit un vecteur ici déjà. Donc, un vecteur A carré comme vecteur, j'arrive pas trop à voir ce que ça veut dire. Déjà, au niveau de la forme, c'était bizarre. Effectivement, si je mets le même vecteur là et là, on a norme de A fois norme de A, il faut le sinus entre A et A. C'est 0, donc sinus 0, ça fait 0. Donc ça, c'est effectivement le vecteur nul, ici. Donc quand on a un vecteur et qu'on fait le produit vectoriel avec lui-même, ça donne 0. Ou avec tout autre vecteur, d'ailleurs, qui est collinéaire. Hein. Le produit vectoriel de deux vecteurs collinéaires entre eux, ça fait 0. Et dernière propriété qui va être intéressante et importante dans la suite, si A et B sont... Non, rien du tout, c'est pas ça que je veux dire. Je recommence. Le produit vectoriel A vectoriel B, il est orthogonal à A, et il est aussi orthogonal à B. Une manière de faire, c'est de calculer le produit scalaire de A vectoriel B avec A. Vous prenez l'expression de tout à l'heure avec toutes les coordonnées, vous le faites, ça marche très bien, ça en trouve 0. Donc le point important, c'est que ce produit vectoriel est orthogonal à la fois A et à B. Donc on dit qu'il est orthogonal au plan défini par A et par B. Et vous avez une règle qui vous donne la direction de ce produit vectoriel, c'est la règle de la main droite. Vous utilisez celle-là? Non, vous en avez d'autres? Le pouce dans la direction de A, l'index dans la direction de B, du coup le majeur tendu pour la main droite donne la direction de A vectoriel B. Voilà, bon, ça marche tout le temps et ça va permettre, quand on aura besoin qualitativement de connaître la direction de vecteur, de le trouver. Vous avez l'air surpris ou je sais pas quoi? Non? Ça vous dit, vous l'avez vu ça? Ouais, ok. Ah, et une autre propriété intéressante que elle, je pense que vous la connaissez pas du coup. Enfin, je sais pas. La norme du produit vectoriel A et B là, c'est ici. C'est l'aire de ce parallélogramme là. Vous l'avez vu aussi? Alors, du coup, on rentre dans les choses là qui vont être peut-être un peu nouvelles pour vous. Donc, merci de votre patience pour avoir écouté des trucs que vous savez déjà. Petit 3. Théorème du moment cinétique. Et je vais commencer par une définition. Donc il n'y a rien à comprendre dans ce que je vais écrire ici. C'est juste une quantité qui se trouve être intéressante dans la suite, qui intervient à plein de moments. Ça s'appelle le moment cinétique. Et pour une masse ponctuelle, on va commencer par ça. On définit ça comme ça. Je vais l'appeler L dans la suite. Vecteur L.
c'est une grandeur qui est définie de cette manière-là. C'est M fois OM vectoriel, produit vectoriel avec V, où on imagine qu'on a un point O qui est ici, une origine. On a notre masse ponctuelle qui est ici, qui est en train de se déplacer avec une certaine vitesse. Voilà. Le vecteur OM, c'est le vecteur position qui est ici, que je vais aussi noter dans la suite petit r d'ailleurs. Donc très souvent, j'écrirai ça de cette manière-là. Et c'est ce produit vectoriel de vecteur position avec le vecteur vitesse, pondéré par la masse m, qu'on appelle le moment cinétique de la masse ponctuelle. Et on ajoute juste une information aussi qui est importante pour la définition de ça, c'est qu'on dit quel point on a choisi comme origine. C'est le moment par rapport au point O, ici. Donc cette quantité, quand on la calcule, elle dépend du point O qu'on choisit. Si je prends une origine ailleurs, je vais trouver une autre valeur pour ce moment cinétique. Ça paraît a priori super tordu de prendre le produit vectoriel de vecteur position avec le vecteur vitesse. On se dit, mais pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Il se trouve que cette quantité-là, elle a effectivement des propriétés qui sont vraiment intéressantes. L'intérêt de cette quantité, on le voit à partir du moment où on dérive cette quantité. Je vais calculer la dérivée de cette quantité par rapport au temps. Et vous allez voir qu'il va se passer des choses là-dedans intéressantes. Ça va faire apparaître des quantités qu'on connaît déjà. Donc là, on a un petit peu peur. On va commencer à dériver un produit vectoriel. Mais non, vous allez voir, ça va bien se passer. C'est parti. Je dérive cette quantité-là par rapport au temps. Première difficulté. Déjà, dériver des vecteurs, ça peut paraître un peu bizarre, mais ça, vous l'avez déjà vu, je pense, ne serait-ce que pour la définition de la vitesse. Je vous rappelle que V, c'est défini comme la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc voilà, dérivée des vecteurs par rapport au temps, vous avez déjà vu ça plusieurs fois. Bon. Là où ça devient un peu subtil, c'est qu'on a la dérivée d'un produit vectoriel. On a deux choses qui peuvent dépendre du temps ici quand on a une masse en train de se déplacer, la position et la vitesse. Donc le premier résultat dont on va avoir besoin ici, c'est dériver un produit vectoriel A de produit vectoriel A vectoriel B. Mais ça, il se trouve que, je ne vais pas faire la démonstration ici, elle se fait très très bien avec les composantes, mais il se trouve que l'expression de ça, c'est celle que vous avez envie d'écrire naturellement, même si vous n'avez jamais rencontré cette expression. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez envie d'écrire pour ça? dA sur dt vectoriel B, point. La dérivée de A vectorielle, la dérivée de B. Ah, d'accord. Alors, ce que je vais écrire ici, c'est pas correct. Non, mais je vous demande ce que vous avez envie intuitivement, donc vous avez peut-être écrire des trucs fous, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on pourrait peut-être avoir envie d'écrire ça, donc non, c'est pas le cas. En fait, quand je dis que c'est naturel, c'est parce que je connais déjà le résultat, mais pensez plutôt en termes de quand vous avez un produit de fonction d sur dt de u fois v. La dérivée de A sur dt, c'est vectoriel B. Ok. Et après, plus la dérivée de A vectoriel del B sur B. D'accord. Donc comme les dérivées de fonctions finalement. C'est ça que tu dis? Oui, ça c'est correct, effectivement. Le résultat de la dérivée d'un produit vectoriel, ça donne ça. Alors, il faut faire très attention, il y a aussi une subtilité là, une erreur possible. Je n'ai pas rappelé cette propriété, mais je vais le donner maintenant. Le produit vectoriel, c'est quelque chose qui dépend de l'ordre dans lequel on met les vecteurs. Le produit vectoriel de A vectoriel B, c'est pas pareil que celui de B vectoriel A. Il y a un signe, effectivement. L'un est l'opposé de l'autre. Donc attention ici, il faut bien mettre les vecteurs dans le même ordre que ceux dans lesquels ils apparaissent ici. Donc voilà la dérivée d'un produit vectoriel. Je vais l'appliquer ici au produit R vectoriel V. Là, il n'y a pas grand-chose à réfléchir, il suffit juste de recopier la formule. Donc je dérive R par rapport au temps, vectoriel V, plus je dérive maintenant V par rapport au temps, dV sur dt. Voilà ce qu'on obtient. Dites-moi un truc intelligent sur ça. Enfin, pertinent. dr sur dt, on a envie de l'écrire comment? C'est v, effectivement, ça c'est v là. Donc ça c'est m, v vectoriel v, plus r vectoriel, et dv sur dt, on a envie de l'écrire autrement aussi. C'est a, c'est l'accélération, effectivement. Hop. Alors maintenant, dites-moi un truc intelligent et malin en plus. Ouais.
ce terme-là, effectivement, ça fait 0. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Un produit vectoriel d'un vecteur avec lui-même, ça fait 0. Donc, elle est assez zen, l'expression qu'on obtient à la fin. C'est MR vectoriel A. Ce que je vais écrire en utilisant une des propriétés de tout à l'heure, R vectoriel MA. Et je fais ça parce que du coup, MA, M fois l'accélération, c'est relié aux forces. C'est ce que j'ai écrit tout à l'heure, c'est le principe fondamental de la dynamique. M fois A ici, ça c'est la somme des forces. Donc ça, on peut aussi écrire R vectoriel, somme des forces que subit le système. Or, on a vu, toujours dans les propriétés que j'ai rappelées sur le produit vectoriel, que le produit vectoriel de quelque chose avec une somme, c'est la somme des produits vectoriels. J'avais écrit avec A et B, C tout à l'heure, mais c'est vrai dans le cas général. Donc ça, c'est la somme sur I de R vectoriel FI. La quantité qui est ici, la R vectoriel FI, on lui donne un nom. Ça s'appelle le moment de la force FI. Ce moment est défini par M. Alors attention, il va y avoir un indice. Je vais mettre I pour dire que c'est la IM forme. Je vais mettre un O comme tout à l'heure pour dire que c'est ici le vecteur R, son origine c'est O. Donc ça c'est une quantité qui va dépendre de l'origine choisie. Et on définit ce vecteur M OI par R vectoriel FI. Voilà. Et donc ce que nous dit le calcul qui est ici, c'est que la dérivée du moment cinétique par rapport au temps est donnée par le moment, la somme des moments des forces qui s'appliquent sur le système. Ça, ce théorème-là, il porte un nom, ça s'appelle le théorème du moment cinétique. On en verra des conséquences plus tard dans le cours, quand on verra les solides notamment. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est un cas très particulier de ce théorème du moment cinétique. Vous voyez que le mot moment, il est apparu à deux fois là. Moment de la force, moment cinétique. À chaque fois, c'est R vectoriel quelque chose. Le terme moment dans ce concept, dans ce contexte-là, c'est vraiment ça. On fait le produit vectoriel de la position avec des trucs. Ou bien avec MV, dans ce cas, on obtient le moment cinétique. Ou bien avec F, et dans ce cas, on obtient le moment de la force. Alors la démonstration, là, je vais l'effacer. Ce n'est pas tellement elle qui m'intéresse aujourd'hui, mais je vais quand même vous la présenter. Je la représenterai probablement tout à la fin quand je reviendrai sur tout ça. Ce qui m'intéresse ici, c'est le résultat d'une part et puis la définition du moment de cette force-là. Parce que là, ça paraît que c'est quelque chose d'un petit peu abstrait pour l'instant, j'imagine, ce moment de force. Ce produit vectoriel de R avec F, ça veut dire quoi? Mais en fait, je vais vous montrer qu'il y en a une interprétation géométrique assez nette de cette quantité. Et pour ça, je vais considérer comme tout à l'heure un point O, un point M que je vais mettre ici, qui est soumis à une force F, voilà. Donc on a une masse ponctuelle qui est ici, qui est soumise à la force F. Ce qu'on appelle le moment de la force, c'est R vectoriel F. Donc R, il est comme ça. Et pour prendre le produit vectoriel, ce que je vous propose, c'est que ce vecteur R, je vais le remettre là-bas. Je vais simplement copier-coller, stock, et pour qu'on voit bien ici l'angle θ. Et la norme du moment de la force, là, que je vais noter comme ça, la norme de ce moment par rapport à O, c'est donné par R, F, fois sinus θ. Ça, c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure sur la norme d'un produit vectoriel qui est ici. Et il se trouve que cette quantité-là, elle a une interprétation géométrique, puisque si je prolonge ici la droite qui porte la force F, donc en pointillé ici, c'est une droite qui passe par le point, je trouve la masse, et puis qui se prolonge sur le vecteur F. L'angle θ qui est ici, vous le retrouvez là. Hein, c'est les angles, ils sont opposés ici, c'est les angles entre les mêmes droites. Et du coup, si je prends le projeté orthogonal ici de ce point-là
sur la droite. Attention, question de trigonométrie à 2 €. Vous avez ici la distance R. Vous avez ici l'angle θ. Que vaut la distance D qui est ici? J'entends sinus, j'entends tangente. R sinus. Sinus, ouais, c'est ça. Effectivement, D ici, c'est donné par R sinus θ. Or, vous voyez que c'est ce qui apparaît là-haut. Et ça, c'est tout simplement donné par D fois F. Donc le moment, la norme du moment de la force ici, il est donné par l'intensité de la force en newton fois la distance ici qui sépare le point O de la droite qui porte F. Donc ça s'appelle le bras de levier parfois, la distance D qui est ici. On verra dans d'autres situations que ça permet de calculer des moments, d'estimer des moments de manière assez rapide. Ça. Vous voyez en particulier que si on est dans une situation où la force F elle est radiale, imaginez ici que j'ai un point O, que j'ai le point M qui est ici, et puis que j'ai la force F qui s'éloigne de O comme ça, qui pointe dans une direction opposée à O, ben vous voyez que tout le calcul qui est ici vous donne à la fin, pour le moment de la force, vous donne 0. Ça, c'est un moment qui a une force nulle. Je le refais, ce n'est pas un moment qui a une force nulle, c'est une force qui a un moment nul, ça n'a rien à voir. Je recommence. Ça, le moment de la force que j'ai dessiné ici est nul. Là, le moment de la force, il est dans quelle direction? Ah bah tiens, donnez-moi le moment de la force F qui est ici, là. Montrez-moi avec votre doigt dans quelle direction pointe le vecteur M, qui est défini par ça, là. R vectoriel F, dans ce cas-là. Oui. Ici, on a une force F et puis un vecteur R. Je vous demande de me donner la direction dans l'espace du moment de cette force. Le moment qui est défini par l'expression qui est là. Vous savez tous repérer votre main droite? C'est facile, hein, on prend la gauche et c'est l'autre. Main droite, le pouce vers R. Alors ça va faire des contorsions. Le pouce vers R, comme ça. Le gars qui n'y arrive pas, quoi. Ok, on recommence. Le pouce dans cette direction-là, je toque F dans cette direction-là, et du coup, mon majeur, il pointe vers le tableau. Le vecteur M, ici, il est vers le tableau. Ok ? On verra, quand on fera le mouvement des solides, l'interprétation de ce moment de force. Le moment de force, ça vous indique dans quelle direction ça fait tourner le système. Et plus précisément, ça, là, c'est le vecteur rotation qui a envie d'adopter le système. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais quand on a un vecteur rotation qui pointe dans une direction, pour déterminer dans quel sens tourne le système, on met le pouce dans la direction du vecteur rotation, donc par là, et les doigts ici vous indiquent la direction dans laquelle tourne le système. C'est la règle du dauphin. Le pouce dans la direction du vecteur rotation, les doigts vous indiquent la direction dans laquelle ça tourne. Donc là, ça nous dit que cette force a envie de faire tourner le système comme ça, dans ce sens-là. Oui, on le voit bien ici, hein, c'est intuitif. On formalisera ça avec des solides en rotation plus tard. Alors, j'ai écrit ça tout à l'heure. Le théorème du moment cinétique nous dit comment varie le moment cinétique par rapport au temps, connaissant les moments des forces. Là, il faut que vous reveniez avec moi, là, sinon ça ne va pas bien se passer. Il y a deux situations dans lesquelles cette équation-là nous dit des choses très simples. La première situation, c'est quand on est dans une situation statique. Quand on a un objet ou un système qui ne se déplace pas, il n'y a pas de déplacement au cours du temps, il n'y a rien qui change. S'il n'y a rien qui change, ça veut dire que la dérivée ici du moment cinétique est nulle. Et donc, dans des situations statiques, ça fait 0. Et du coup, on doit avoir en statique que la somme des moments des forces, ici, doit faire 0. Ça, je vais y passer du temps et de l'énergie dans les minutes qui vont venir. L'autre situation dans lesquelles ça peut être intéressant, l'équation qui est ici, c'est les situations dans lesquelles on a un système qui est soumis à une force dont le moment est nul. Ça peut être le cas, par exemple, si j'ai ici un point O, j'ai là un point M, et imaginez que ce point M soit soumis à une force qui est dirigée comme ça vers le point O. Ça existe des forces comme ça?
Est-ce que ça existe des forces telles que, ici j'ai un point O fixe et quelle que soit la position du point M, la force pointe toujours vers lui? Ah oui, bah, me traitez pas de débile non plus, je vous demande si ça existe. Hein. Oui, quoi comme force? Hein? La gravitation, effectivement. Il y en a d'autres. Hein. Une corde, oui, tout simplement. On attache une corde ou un ressort. La force électrostatique, hein. La force d'attraction électrostatique, je ne sais pas si vous l'avez vu encore, ça, mais c'est aussi quelque chose qui est radial dans ce type-là. Donc, tout ça, c'est des forces telles que F et R sont collinéaires. Donc, F vectoriel R ou R vectoriel F est nul. Donc, le moment de cette force-là fait 0. Donc là, on sera aussi, quand on étudiera ça, dans une situation où le moment est nul. Et donc, ça nous dira que dl sur dt est égal à 0. Et donc ça nous dira que le moment cinétique est égal à une constante. Je vais lui mettre une petite flèche pour le décorer, mais voilà. Dans ces situations-là, le moment cinétique est une constante. Et déterminer des quantités constantes quand on étudie le mouvement d'un corps, c'est toujours un plus. Ça permet en général de simplifier vraiment l'étude du système. On verra la prochaine fois que c'est le cas quand on étudie notamment le mouvement d'un corps soumis à la force de gravitation. C'est égal. Oui, parce qu'il n'y a pas d'égal à mon truc, c'est débile. C'est égal à 0. Je le redis. Quand on est en statique, la dérivée du moment cinétique par rapport au temps est nulle, parce que c'est en statique, il n'y a rien qui dépend du temps, donc ça vaut 0. C'est ça que j'ai voulu écrire ici. Si vous voulez, je peux me mettre une petite flèche sur le 0, mais voilà. Merci de m'avoir indiqué ça. Aujourd'hui, c'est à ça que je vais m'intéresser. Ça permet de comprendre des choses que vous n'avez pas, que a priori vous n'avez pas encore étudiées. Et alors je vais un tout petit peu m'écarter des hypothèses que j'ai fait au départ. Je vous ai dit qu'on verrait les corps étendus plus tard. Là, je veux quand même que vous acceptiez, que vous supposiez avec moi, on va faire l'hypothèse qui va se trouver être correcte, que ça c'est valable aussi quand on a des corps étendus, à condition de remplacer ici dans la définition du moment cinétique, ce que j'écris ici, le moment d'une force par rapport à O, ça va être donné par OM vectoriel FI, où le point M qui est ici, c'est le point d'application de la force. Et pour un corps étendu qui est soumis à plusieurs forces, chacune des forces peut avoir un point d'application différent, et donc pour chacun des moments des forces, il faudra bien prendre le point M ici, qui correspond à l'endroit où s'applique la force. On va en voir un exemple vraiment dans 30 secondes. Donc c'est parti, application à la statique. D'après ce qu'on vient de voir, les systèmes statiques doivent vérifier, somme, les moments des forces égale à 0. Et on a aussi vu qu'on doit avoir la somme des forces elles-mêmes qui est égale à 0. Ce sont deux conditions différentes. L'une n'implique pas l'autre. Et on peut montrer que pour des corps étendus non déformables, ce sont les deux seules conditions qu'on a à prendre en compte. Il n'y en a pas une troisième que j'aurais ici mise sous le tapis. Voilà, ça décrit exhaustivement la manière dont les corps se comportent quand on les soumet à des forces. Et on va prendre un exemple vraiment tout bête de ça. Et là, vous allez bosser vous un petit peu. L'exemple, c'est le suivant. On a une barre. Et on va mettre un éléphant ici. Et là, on va mettre une souris. Non, pas une souris, parce que un chat.
Là, vous voyez rien, mais c'est un chat super bien dessiné. C'est trop loin, mais c'est super beau. On a un éléphant ici de masse grand M. On a ici un chat de masse petit m. Et la question qu'on se pose, c'est je voudrais qu'il joue à la balançoire et je voudrais qu'il soit en équilibre en fait, et je voudrais mettre quelque part un pivot autour duquel, tel que tout ça, ça soit effectivement en équilibre. J'ai mis intuitivement le pivot plutôt là. Je pense que c'est assez clair pour vous. Je ne sais pas si je mets le pivot là, l'éléphant il va descendre. Hein, si l'éléphant est plus lourd, il faut que je rapproche le pivot d'ici. Si ce n'est pas intuitif pour vous, on va de toute façon le calculer. Et, voilà. Et la question qu'on va se poser, c'est la suivante. Donc c'est celle que je viens de dire. Où est-ce qu'il faut placer le pivot ici? Plus précisément, si j'appelle cette distance-là L1 et cette distance-là L2, quelle doit être la relation entre L1 et L2 pour que l'équilibre ici soit réalisé? On va supposer que la barre est infiniment rigide, elle ne se déforme pas, et par ailleurs que sa masse, elle est négligeable devant celle du système devant le système chat et éléphant. Donc on ne prend pas en compte ici la masse de la barre. On pourrait, mais ça va juste compliquer un petit peu. Voilà. Le système que je vais considérer ici, c'est l'ensemble barre plus éléphant plus chat. Donc c'est tout ça. Voilà, tout ce que j'ai entouré en jaune, c'est le système. Et du coup, la masse est concentrée en 2 points. Elle est concentrée ici et elle est concentrée là. Et je vais donner une version un petit peu épurée de ce problème. On a une force ici qui agit vers le bas. Essentiellement, l'éléphant il est concentré là. Donc ça va être le poids de l'éléphant. On a une force F2 qui est ici, qui est plus petite, voire beaucoup plus petite. Voilà, est-ce que donc si je fais l'inventaire des forces, il y a 2 forces qui agissent sur le système barre plus éléphant plus chat, qui sont F1 et F2. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce bilan de force? Qui est d'accord avec ce bilan de force? Qui s'en fout? Qui n'est pas d'accord? Ah, c'est pour ça. Ok. Il manque quoi? La réaction, effectivement. Ici. Pour bien la dessiner, il faudrait que cette flèche-là ait la même longueur que celle-là, plus celle-là. Je n'ai pas la place sur le tableau. Je vais l'appeler petit f tout court. Hein. Ou FP pour pivot. Allez, soyons fous. Effectivement, s'il n'y avait pas cette troisième force, déjà, la première équation ici n'était pas vérifiée. Hein. Il faut qu'on ait la somme des forces qui est nulle. Et effectivement, ce qui empêche la barre et l'éléphant et le chat de tomber, c'est la force de réaction du pivot qui est ici. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez calculer les coordonnées du moment de la force 1. En prenant pour origine le point O qui est ici. Le point O, pour l'instant, ça va être l'endroit où le pivot appuie sur la barre. Et vous allez calculer le moment des 2 forces F1, des 3 forces F1, F2 et FP par rapport à O. Allez-y. Donc je vous propose un repère cartésien UX, UY, UZ. Donc UZ pointe vers nous et UX et Y sont dans le plan du tableau. Ce que je voudrais, c'est les coordonnées de ça, ça et de ça dans la base X, Y, Z. Allez-y. Si à un moment vous êtes bloqué parce qu'il y a un truc que vous ne savez pas faire, voilà, n'hésitez pas à interagir. Hein. Je vous demande justement là de vous confronter à des choses que peut-être vous ne comprenez pas, donc n'hésitez pas à me demander si ça peut vous décoincer. Ah, ok. Donc la question, quelqu'un pose la question, je me permets de la dire à tout le monde parce qu'elle intéresse probablement tout le monde. Est-ce qu'on prend en compte le fait que la force ici peut ne s'appliquer non pas exactement là et là, mais peut avoir une certaine hauteur? En fait, si on fait un zoom, je vais faire ça là, si on fait un zoom de ce qui se passe à ce niveau-là,
peu importe que le point d'application soit là, là ou là, si on a le point O qui est ici, tout ce qui compte, c'est la distance entre la droite et puis le point O ici. Donc c'est la même dans tous les cas. Donc peu importe à la limite. Voilà. Alors je vous conseille, après vous faites ce que vous voulez, hein, mais dans ce genre de situation, il y a moyen de le faire sans trop réfléchir, en fait, de s'appuyer sur le formalisme, notamment celui des vecteurs ici, et simplement remplacer R1, enfin comprendre ce que c'est que R1 déjà, une fois qu'on a compris où était R1 sur le dessin, exprimer R1 en fonction de UX, Y, UZ, et puis éventuellement L1, L2, enfin des grandeurs qui sont là, ça va être très facile en fait. F1, l'exprimer aussi en fonction des données du problème, donc c'est quelque chose qui va être facile aussi. Et donc remplacer R1 parce que ça vaut en fonction de X, Y, UZ, F1 aussi, et vous allez voir que du coup le produit vectoriel il va se calculer vraiment tout seul. Hein. Putain, ok, je ne vais pas y arriver avec ma crème. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'expression du vecteur R1 en fonction de grandeurs qui sont toutes au tableau? Je ne l'ai pas dessiné, hein, le vecteur R1, exprès. Donc commencez peut-être déjà par ça. Si on veut dessiner R1, il part de où sur mon schéma? Il part de haut, là, ouais, et il va où? Jusqu'à là, ouais. Ok. Je vais le mettre en couleur. Est-ce qu'on peut écrire ce R1 là en fonction de UX, Y, UZ de manière simple? Moins quoi? Moins L1 fois U fois UX? Oui? Ah ouais, R1 c'est moins L1 fois UX. Et F1 du coup? C'est moins quelque chose, la norme de F1 fois UY, et on va même aller un pas plus loin. C'est quoi la norme de F1? F1, c'est le poids. Hein. C'est quoi la norme du poids? C'est mg. Donc ici, c'est l'éléphant de masse grand M, donc c'est grand mg ici. Et ça fait quoi du coup? Moins par moins, ça fait plus. M fois L1, ça fait mL1. Et UX vectoriel UY... Est-ce que ça fait un truc évident? UX vectoriel UY? Oui, ça fait UZ, ouais. Donc ça, on peut aussi s'en rappeler. C'est aussi une histoire de permutation circulaire. Hein. UX vectoriel UY, ça donne celui qui vient à la suite dans la permutation circulaire. XY, Z, bah voilà, ça donne UZ. Donc voilà le moment, l'expression du vecteur moment de la force F1 par rapport à O. C'est mL1 fois UZ. Exactement de la même façon. Ici, R2, ça vaut L2 avec un plus cette fois-ci UX. F2, ça vaut petit m G fois UY encore. Et donc ça fait... Et il manquait un G dans ce qui est au-dessus là. C'est ça. N'hésitez pas, hein, ça peut m'arriver d'oublier. Il manque un G ici. Ouais. M, L2, G, UZ. C'est vrai ça? Il y a un problème? Qu'est-ce qui n'est pas correct dans ce que j'ai écrit là? Il manque un moins où? Oui. Effectivement, la force est vers le bas, donc on a un moins ici. Que vaut RP? La position, le vecteur position du point où s'applique la force FP? 0, effectivement. Donc tout ça, ça fait 0. Voilà. Donc ce terme-là, cette force-là, a un moment qui est nul. Bon, bah, on a quasiment fini l'exercice. On a déjà utilisé ça pour le dessin, mais ici, ça ne va pas nous servir à grand-chose pour le calcul. En revanche, la somme des moments qu'on a obtenus ici doit faire 0, si le système est statique. Donc on doit voir que la somme des trois vecteurs qu'on trouve ici fait 0. Bah, celui-là, il fait déjà 0. Donc on doit avoir ça plus ça égale à 0. Donc on doit avoir ça plus ça est égal à 0. Oh, ça fait mal au cœur d'effacer un si beau dessin. Donc d'après ça, et les expressions qui sont là-bas, on trouve que M, L, 1, G est égal à fois UZ.
est égal à petit m L moins ml2 GUZ est égal à 0. Donc là, j'ai juste pris les deux termes qui sont ici, dit que leur somme était nulle. Donc ces deux vecteurs qui sont suivant UZ, donc les normes doivent être égales. On trouve du coup que ML1 est égal à petit m L2. Ce qui vous dit aussi que L2, je vais plutôt l'écrire L1 sur L2, petit m sur grand M. Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec le calcul? On va le discuter un petit peu, mais... ok. Du coup, dans le cas de la question qu'on se posait, l'éléphant et la souris, quel doit être le rapport numériquement, ça vaut combien ça, du coup? La masse d'un chat sur la masse d'un éléphant? Ça pèse combien un éléphant? Ouais, 6 tonnes, ça commence à faire le gros éléphant. Allez, on va prendre un petit éléphant et un petit chat. 2 tonnes l'éléphant et 2 kilos le chat. Vraiment un petit chat. Ça vaut combien de rapport là du coup? Un chat de 2 kilos et un éléphant de 2 tonnes. 10 moins 3. Donc le rapport entre les longueurs L1 et L2, je vous le rappelle, hein, L1 c'est celle-là, L2 c'est celle-là. Donc pour que ça marche, il faut que L1 soit 1000 fois plus petit que L2. Autrement dit, si vous avez une barre qui fait 2 mètres, eh ben, il faut qu'il y ait 2 mm ici, et puis en gros, et puis le reste là. Alors 2 mm, l'éléphant il va avoir un peu de problème à se caler, donc vous avez le droit de prendre une barre plus grande si vous voulez. Mais bon, voilà. Au-delà de l'exemple un peu débile d'un chat qui fait de la balançoire avec un éléphant, ça vous montre quand même que c'est le principe du levier. Hein. On peut exercer des forces importantes à certains endroits en appliquant des petites à d'autres. Si ici, donc dans le levier qui est ici, en appliquant ici une petite force F2, vous pouvez appliquer une grande force là, vous pouvez soulever un éléphant en fait. C'est ça que je suis en train de vous dire. Hein. Et ça se fait effectivement. Vous mettez un éléphant ici et vous, avec votre force à vous, vous pouvez en tirer en dessus. Du moment que le bras de levier est suffisamment grand ici, vous arrivez effectivement à soulever un éléphant. Il n'y a aucun problème. Ce que vous allez faire maintenant, on va reprendre l'exercice qui est ici et vous allez maintenant calculer les moments à partir du point qui est là. Je vais l'appeler le point A. Vous allez refaire l'exercice qui est ici en calculant le moment de la force 1 par rapport à A, le moment de la force 2 par rapport à A et le moment de la force que j'ai appelé P pour pivot par rapport à A. Calculez ces trois moments et on devrait trouver que la somme de ces trois moments est encore nulle. Allez-y. Alors je vais l'écrire ici explicitement ce que c'est que ça. C'est A fois A vectoriel F1. Le deuxième c'est A, et puis je vais l'appeler B, le deuxième, celui qui est là, le point là, on va l'appeler B. AB vectoriel F2. Et puis le pivot, lui, ça s'applique en haut, donc ça fait AO vectoriel FP. Donc ici, un moment par rapport à A, ça veut dire que ça commence par A ici. Les positions, on les repère par rapport à ce point-là. Donc A vectoriel, le vecteur AA, ça fait 0. Donc le produit vectoriel ici fait 0. Ici, ça, comme tout à l'heure, on peut l'écrire AB, ça fait L1 plus L2 U fois UX vectoriel F2, c'est-à-dire moins petit m G UY. Ce qui fait du coup moins L1 plus L2 fois M G U Z. Et quant au troisième, AO, ça fait le vecteur AO, c'est L1 UX vectoriel. Et la force RP ici, c'est l'opposé de F1 plus F2, hein, puisque la somme des forces est nulle. Donc F1 ici, c'est moins F1 moins FP, pardon, c'est moins F1 moins F2. Donc ça fait simplement grand M plus petit m, G fois UY. Et ça, du coup, UX vectoriel UY, ça fait UZ. Et ça fait L1, facteur de M plus petit m, G, UZ. Et si je calcule la somme maintenant de ces trois moments,
Ça fait 0. Donc, il faut ajouter lui et puis lui. Donc, la somme des moments par rapport à A, ça donne quelque chose qui est souvent UZ. Et on a d'une part mg moins mg facteur de L1 plus L2. Et d'autre part, plus L1 facteur de grand M plus petit m fois G. On voudrait que ça fasse 0, hein, vous vous souvenez? Enfin, ça devrait faire 0. Est-ce que ça fait 0? Eh bien, je vais développer ça. Moins mg L1, moins mg L2, plus m L1G, plus petit m L1G. Ça, c'est juste la parenthèse que j'ai développée. Donc, tout ça, il y a un UZ devant. Est-ce qu'il y a des choses qui se simplifient là-dedans? Bah oui. Ça, c'est la même chose que ça au signe près. Et si vous regardez les deux termes qui sont ici, on a vu tout à l'heure que précisément, on avait F1, on avait M L2 qui était égal à grand M L1. Ça, on l'a montré tout à l'heure. C'est ce que j'avais encadré ici, là. Donc, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, les deux grandeurs qui sont ici sont effectivement égales en norme, mais il y a un signe moins devant l'une. Donc ça s'annule aussi avec ça. Donc ça fait effectivement 0, ça. Donc la somme des moments des forces par rapport au point A, ça fait aussi 0. Je vais en faire une démonstration un petit peu plus générale de ça là, dans 15 secondes. Juste m'assurer que vous avez copié ça et que vous êtes d'accord avec ce que je viens de faire. Alors, je vais faire la démonstration de manière générale que le moment des forces, comme ça dans le cas statique, s'il est nul par rapport à un point, il est nul par rapport à un autre. Imaginez que j'ai un ensemble de forces comme ça, et que je calcule son moment par rapport à O. Et même mieux, j'ai un ensemble de forces et je calcule les moments. C'est-à-dire que j'ai somme sur I de OMI vectoriel FI, où MI c'est la position de la IM, du point d'application de la IM force, FI c'est la IM force, et O ici c'est le point qui apparaît en haut. Et imaginons qu'on se voit dans une situation où ça fait 0. Bon. Je vais calculer maintenant la somme des moments par rapport à un autre point que je vais appeler O', qui est défini donc de la manière suivante, O'Mi, vectoriel FI. Et pour ce faire, je vais remplacer O'Mi ici par, en utilisant la relation de Schall, ça c'est O'O plus OMI, vectoriel FI. Ce qui s'écrit aussi en séparant la somme, en développant, somme sur I de O'O vectoriel FI plus somme sur I de OMI vectoriel FI. On peut dire deux choses quand on voit ça, deux choses remarquables. L'expression qui est ici, ça c'est exactement ce qui est au-dessus, ça c'est le moment des forces, c'est la somme des moments pardon, par rapport à O. Et le terme qui est ici, dans le premier terme, on a une somme ici avec tout un tas de O'O vectoriel quelque chose qui est le même pour tous. Donc ça s'écrit aussi O'O vectoriel somme sur I des FI. Attention, cette étape-là, elle est peut-être un tout petit peu inhabituelle pour vous. Hein, j'ai ici somme de O'O vectoriel quelque chose. En fait, c'est une des équations que j'ai écrites tout à l'heure, une des propriétés que j'ai écrites tout à l'heure. Le produit vectoriel avec une somme, c'est la somme des produits vectoriels. Hein, donc ici, le produit vectoriel de O'O' avec une somme, c'est la somme des produits vectoriels de O'O' avec chacun des éléments de la somme. Donc ça, c'est égal à ça. Et pourquoi ça m'intéresse d'écrire ça comme ça? Ça vaut combien, ça? Somme des forces, on est dans le cas statique ici depuis le début, ça fait 0. Donc tout le terme qui est ici est nul. Or, j'ai dit, je me suis mis dans une situation où le moment des forces par rapport à O était nul aussi. Donc ce terme-là est nul par hypothèse, ce terme-là est nul à cause du principe fondamental de la dynamique. Donc on se retrouve avec toute cette expression-là qui, à son tour, elle, est nulle aussi.
Donc si ça c'est nul, alors ça c'est nul. Dans une situation statique, la somme des moments, elle est nulle que vous la calculiez par rapport à n'importe quel point. Du coup, ça veut dire que quand vous avez à utiliser cette propriété de nullité des moments pour évaluer la géométrie d'un problème, par exemple là on voulait savoir où mettre le pivot, et ben vous pouvez résoudre l'équation de plein de manières différentes, en calculant les moments par rapport au pivot, par rapport à un bord, ou par rapport à l'autre bord, ou par rapport à n'importe quel autre point qui vous amuse, par rapport au centre de la planète Mars si vous voulez. Après, il y aura des points qui seront plus ou moins pertinents pour le problème, et plus ou moins qui donneront des calculs plus ou moins simples. Hein. Mais voilà, il n'y a pas un point pivot particulièrement... il n'y a pas un point de référence particulièrement pertinent dans un problème donné. Dernière question, puis après je vous lâche, donc si vous allez vite, ça sera bien. Je n'ai pas abordé la question du tout quand j'ai introduit le moment de force et le moment cinétique, la question des dimensions physiques et des unités. Donc allez-y, déterminez la dimension physique et l'unité d'un moment cinétique 1 et d'un moment de force 2. C'est des choses que vous avez vues normalement abondamment, ça, hein, les dimensions physiques 1, au début du semestre 1. Ouais. Vas-y, tu as l'air sûr de toi. Tu donnais la dimension de quoi? Non, mais t'as l'air d'avoir peur, là. Ah, ne t'excuse pas. Bon, c'est pas pour toi, vas-y. La solution, c'est ML2, T-2 pour le moment cinétique. Et comment t'as trouvé ça? Et pourquoi c'est des newton-mètres? Parce que tu le sais ou... Oui, alors ça, du coup, c'est plutôt pour la force. Hein. Donc, le moment de la force, il est là-haut. On a une distance, donc ça, c'est la dimension d'une longueur, fois une force qui a la dimension, effectivement, d'une masse par une longueur par un temps moins 2. Donc, c'est lui qui vaut ML2 T-2. Est-ce que quelqu'un veut que je détaille ça? Oui? Très bien. La dimension de M, d'après ce qui est là-haut, ça c'est un produit de grandeur qui ont la dimension d'une longueur avec quelque chose qui a la dimension d'une force. Je vais noter ça comme ça, dimension d'une force. La dimension d'une force, alors je ne sais pas si vous vous rappelez de la dimension physique d'une force, moi je ne me rappelle pas par cœur, mais je me rappelle qu'une force c'est M fois l'accélération. Donc ça, du point de vue dimensionnel, c'est une masse M fois une accélération. Accélération, c'est LT-2. C'est une longueur dérivée 2 fois par rapport au temps. Donc ça fait effectivement ça M, L2, T-2. Et du coup, si on veut l'exprimer, savoir dans quelle unité maintenant on l'exprime, c'est une autre question. Une unité possible, c'est mètres fois des newtons. C'est effectivement éventuellement des newtons-mètres. Ça peut d'ailleurs aussi être comme unité des kilogrammes, mètres carrés, seconde moins 2. Hein. C'est la même chose, ça, c'est la même chose que ça. Maintenant, pour ce qui est du moment cinétique, vous vous rappelez que la définition, enfin vous l'avez en tout cas dans votre cours, c'est M fois R fois vectoriel V. Donc ça, du point de vue dimensionnel, c'est une masse M fois une longueur L fois une vitesse LT-1. Donc ça fait ML2 T-1. Si on veut donner une unité à ça, du coup, ça sera des kilogrammes mètre carré, seconde moins 1. En torturant un petit peu cette expression, on s'aperçoit aussi, ça d'ailleurs, que c'est des joules secondes. Pas par seconde, mais joules secondes. Il y a une grandeur fondamentale qui a cette dimension-là. Je ne sais pas si vous la connaissez. Vous en avez entendu parler, mais je ne sais pas si vous la connaissez. Pardon? Non, non. Non, une constante, pas une unité, une constante. La constante h bar, ou h, de la mécanique quantique. Non, ça veut dire rien? Bon. Quand on vous parle de spin, quand on parle de particules, c'est des trucs qui ont exactement cette dimension-là, en fait. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. Bref, gardez en tête ces manières de faire de l'analyse dimensionnelle, ou en tout cas de trouver des dimensions physiques. On peut vous le demander en contrôle simple. Je m'arrête là pour aujourd'hui.